C'est un peu déchiré. Enlève juste le ruban métallique. N'en fais pas toute une histoire. Ta sœur subit beaucoup de pression. Ma mère a prononcé ces mots avec une indifférence glaciale, sans même daigner lever les yeux de son téléphone, pour regarder mon uniforme militaire de cérémonie. Ma sœur venait d'utiliser un couteau tactique pour entailler grossièrement le côté gauche de ma veste, au niveau de la poitrine. C'était la veille de l'entretien le plus important de ma vie, au Pentagone. Je n'étais rentré au domaine familial pour le week-end, que parce que mon commandant m'avait strictement ordonné de maintenir les apparences, pendant une enquête de moralité très rigoureuse. Sa lâche jalousie avait transpercé le tissu, déchirant au passage mon honneur, ainsi que mes 3200 heures de service en zone de combat. Le lendemain matin, j'ai utilisé des épingles à nourrice pour refermer le tissu lacéré. Je suis entré dans cette salle d'entretien la tête haute, portant fièrement ma dignité en lambeaux. Le général Vance a froncé les sourcils en voyant la déchirure. Je me suis préparé au pire. Il s'apprêtait à me jeter dehors, pour non-respect du règlement militaire. Mais, alors que ses yeux se posaient sur ma plaque nominative, les traits du général 4 étoiles se sont soudainement détendus. Il a lentement ouvert son tiroir, puis en a sorti un petit bout de papier plié, qu'il gardait caché depuis 14 mois. Soupir, sa voix grave tremblait d'incrédulité. « Attendez, c'est vous, cette fille ? Avant de vous raconter ce qui s'est passé, prenez un instant pour aimer et vous abonner à la chaîne. Faites-le uniquement si cette histoire vous touche, et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez, ainsi que l'heure qu'il est chez vous. » J'ai fixé ce petit morceau de papier plié, qui tremblait dans la main ridée du général, et mon esprit a violemment basculé 4 ans en arrière. La climatisation glaciale et le silence oppressant du bureau du Pentagone se sont instantanément dissipés. Ils ont été remplacés par l'écho lourd et suffocant de la voix de mon père, venant frapper ma poitrine. Je n'étais plus un premier lieutenant, endurci par les combats, debout face à un général 4 étoiles. J'avais de nouveau 22 ans, planté sur l'épais tapis persan, au centre du grand bureau en acajou de notre domaine familial. L'air était chargé d'une odeur de vieux papier et de cigares de luxe, flottant dans cet espace sacré, où l'héritage familial était jalousement gardé. Chaque mur était tapissé de décennies de prestigieuses distinctions militaires, de diplômes encadrés, d'étoiles de bronze, et de citations à l'ordre du régiment. Pas une seule d'entre elles ne portait mon nom. Il y avait un espace vide sur le mur sud, entre la médaille pour service distingué de mon père, et l'étoile d'argent de mon grand-père, là où un cadre aurait pu être accroché. Il était vide. Il l'avait toujours été. Il attendait ma sœur. Je venais de me redresser, de bomber le torse, et d'annoncer fièrement mon intention de devenir officier de combat en première ligne. J'espérais un signe d'approbation, une once de ce respect qu'il déversait sur ma sœur, jour après jour. Au lieu de cela, mon père a abattu sa lourde main calleuse à plat sur le bureau en chêne massif. L'impact soudain a fait trembler les cadres sous verre, ainsi que les médailles en laiton étincelantes, épinglées sur sa propre poitrine. Il n'a même pas pris la peine de se lever pour me parler. Il s'est adossé à son fauteuil en cuir, me dévisageant non pas comme sa fille, mais avec un regard plein d'une pitié condescendante. Le genre de regard qu'un commandant réserve à une recrue défaillante. Il a poussé un long et lourd soupir, comme si mon existence même était un fardeau, entachant sa carrière militaire immaculée. Tu n'es bonne que pour le soutien logistique. Ton aura n'est pas faite pour diriger, a-t-il déclaré, sa voix dégoulinante d'une finalité absolue. Chacun de ces mots a agi comme un marteau psychologique, conçu pour réduire mon estime de moi en poussière. Derrière lui, ma mère se tenait près de la bibliothèque, tenant nonchalamment un verre en cristal rempli de vin blanc, entre ses doigts manucurés. Elle n'a pas prononcé un mot. Elle n'en avait pas besoin. Elle a simplement adressé à mon père un lent hochement de tête satisfait. L'ombre d'un léger sourire a étiré ses lèvres, et elle a pris une gorgée délibérée. Ce hochement de tête confirmait tout. Elle avait orchestré cette conversation, lui avait fait répéter son texte, et l'avait positionné en tant que bourreau, bien avant que je ne franchisse cette porte. Je suis resté figé, le goût métallique de l'adrénaline envahissant ma bouche, alors que je réalisais une vérité horrifiante. Mes parents ne se contentaient pas de m'ignorer. Ils réprimaient activement mon potentiel, pour s'assurer que l'éclat artificiel de ma sœur ne serait jamais menacé, par mes compétences réelles. Mon père n'avait jamais examiné mes résultats d'aptitude physique, mes records de tir, ou mes évaluations tactiques. Il n'avait jamais posé la question. Il savait déjà que j'étais meilleur. Et c'était bien ça le problème. Vaincu, je me suis retiré dans le couloir,
me fondant dans l'obscurité, alors qu'une somptueuse fête commençait dans le salon adjacent. J'ai collé mon dos contre le mur de plâtre froid, et je suis restée silencieuse. Je regardais ma mère parader avec ma sœur à travers ce vaste espace, devant le club des épouses d'officiers. L'air était étouffant, saturé par le parfum écœurant de gardénia hors de prix de ma mère, si épais qu'il me tapissait le fond de la gorge. Elle servait des flûtes de champagne en cristal, tout en tissant avec fluidité un récit totalement fictif, présentant ma sœur comme une prodige de la stratégie, à quiconque voulait bien l'entendre. Elle se penchait vers les épouses de colonels et de généraux de brigade, glissant le nom de mon père comme une monnaie d'échange. Elle manipulait la foule avec expertise, s'assurant des connexions politiques vitales, tout en effaçant complètement mon existence de l'héritage familial. J'observais ma sœur, plantée là dans sa robe de créateur parfaitement ajustée. Elle souriait dans le vide, faisant tourner la coupe de champagne dans sa main, sans jamais y boire. Elle était terrifiée à l'idée d'accomplir le moindre travail réel, et pourtant, elle était absolument accro aux applaudissements immérités que ma mère achetait pour elle. Les épouses applaudissaient poliment à chaque fois que ma mère terminait une anecdote inventée sur le leadership de ma sœur. Cette dernière absorbait ses louanges avec la gratitude vide et répétée d'une candidate de concours de beauté, qui aurait appris son discours de remerciement par cœur. Pas une seule fois, quelqu'un dans cette pièce n'a mentionné mon nom. Cette nuit-là, la dernière once de mon désir désespéré d'obtenir leur validation, est morte de façon permanente. J'ai totalement arrêté de mendier une place à une table qui avait été construite pour m'exclure. Agissant avec une froide précision, au beau milieu de la nuit, j'ai rempli un unique sac de sport vert olive. Je n'y ai mis que le strict nécessaire, une paire de bottes, 2 treillis, et une Bible que ma grand-mère m'avait offerte avant son décès. Je me suis engagé dans l'armée entièrement selon mes propres termes. J'ai signé les papiers sans le moindre membre de ma famille présent, dans un bureau de recrutement éclairé au néon, qui sentait le nettoyant pour moquette et le café froid. J'ai délibérément demandé à être déployé dans les hôpitaux de campagne les plus rudes, et les moins financés de l'armée. J'étais impatiente d'échanger leurs faux sourires aristocratiques et leurs galas au champagne, contre la puanteur viscérale de la poudre à canon, de l'iode, et de la survie à l'état brut. Pendant que ma sœur dormait dans des draps de soie, au sein d'un appartement climatisé de Georgetown financé par mes parents, je survivais avec un salaire de base de lieutenant. Je dormais sur de fins lits de camp, dans des casernes où la tuyauterie gémissait la nuit, et où le chauffage tombait en panne une semaine sur 3. J'ai forgé mon corps et mon esprit avec une discipline d'acier absolue. J'ai acheté mes propres plaques d'identité avec mon tout premier salaire. J'ai senti leur poids froid et lourd contre ma poitrine, en accrochant la chaîne autour de mon cou. Debout dans la boue glacée de la base, lors d'un exercice matinal brutal, le vent coupant mon treillis comme un rasoir, j'ai fait un vœu silencieux et inébranlable. Je ne les inviterai jamais à une seule cérémonie de remise de médailles. Je n'appellerai jamais à la maison pour annoncer une promotion. Je bâtirai mon propre empire, juste ici, dans la boue, bien loin de leur ombre toxique. Et jamais plus je ne mendierai l'amour de personne, qu'il avait entièrement réservé à quelqu'un d'autre. Pendant que je trimballais des caisses de fournitures médicales sur un tarmac glacial, à des milliers de kilomètres de chez moi, les doigts gercés et à vif par le froid, de retour à Washington, ma mère brûlait des dizaines de milliers d'euros pour construire une illusion parfaite. Elle avait engagé des coachs militaires personnels et des consultants en images haut de gamme pour ma sœur, traitant l'armée comme un concours de beauté de country club. Ils mettaient en scène des photos d'entraînement sur le terrain, parfaitement éclairées mais fausses, pour les glisser dans le dossier du Pentagone de ma sœur. Elle posait dans un camouflage immaculé et sans un pli, qui n'avait jamais touché la moindre poussière. Ses bottes étaient neuves, les lacets noués de manière académique par les mains de quelqu'un d'autre. Elle tenait des équipements dont elle ignorait le nom. Elle se tenait sur des terrains d'entraînement où elle n'avait jamais couru. Les consultants retouchaient les arrière-plans, ajustaient la lumière, et recadraient tout ce qui semblait un peu trop confortable. Des années plus tard, quand j'ai enfin contourné le système, et extrait les journaux de sécurité brute, la vérité mathématique était à vomir. Le temps total de présence de ma sœur sur le terrain d'entraînement, sur 3 années entières, était d'exactement 5h22. Moi, j'avais cumulé plus de 3200 heures, dans un seul service. À des milliers de kilomètres de leur pathétique mascarade, je suis entré dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital de la base. C'était un mardi matin, qui sentait l'eau de javel industrielle, et qui était teinté du vert pâle du désespoir institutionnel. L'air était saturé par l'odeur stérile et mordante des antiseptiques puissants. Les néons bourdonnaient d'un bruit sourd et constant, qui ne s'arrêtait jamais. Ni pendant la journée,
ni pendant les nuits interminables. C'est là que j'ai vu Emma pour la première fois. Elle avait 7 ans. C'était une orpheline de guerre frêle, luttant contre un traumatisme sévère et paralysant, ainsi qu'un déclin physique rapide et mystérieux, que les médecins ne parvenaient pas à expliquer. Elle pesait à peine 22 kilos. Ses bras étaient aussi fins que du petit bois. Ses immenses yeux bruns scrutaient chaque bruit, chaque mouvement, et chaque ombre qui traversait l'embrasure de sa chambre. Sa mère, Sarah, était assise dans un coin sur une chaise en plastique bon marché, le genre qui laisse des marques rouges à l'arrière de vos cuisses. Elle pleurait d'impuissance dans ses mains calleuses, pendant que les médecins, rigides et insensibles, débitaient des flots incessants d'un jargon médical froid. Des mots qui ne signifiaient rien pour une femme, ayant déjà perdu son mari dans la même guerre, qui était maintenant en train de lui voler sa fille. Soudain, les fenêtres renforcées ont violemment tremblé. Un énorme hélicoptère médical a rugi, passant directement au-dessus du toit du service. Le lourd claquement des pales secouait les fondations mêmes du bâtiment. De la poussière est tombée des dalles du plafond. L'eau dans le gobelet en plastique, posé sur la table de chevet d'Emma, s'est mise à onduler. Ce son a déclenché une réaction immédiate et terrifiante. Emma s'est recroquevillée en une petite boule paniquée sur son lit d'hôpital, ramenant ses genoux contre sa poitrine. Ses petites mains serraient sa tête avec une telle force, que ses jointures étaient blanches. Ses yeux se sont écarquillés sous l'effet d'une terreur pure et absolue. Un son étranglé, semblable à celui d'un animal, s'est déchiré de sa gorge. Elle était piégée dans le cauchemar auditif de la machine même, qui avait emporté son père mourant. Sarah s'est précipitée vers le lit, mais ses mains tremblaient trop violemment pour faire autre chose, que planer inutilement au-dessus du corps convulsé de sa fille. Je n'ai pas hésité. J'ai instantanément dépouillé mon personnage d'officier rigide et inaccessible. J'ai lâché mon porte-bloc. Il a claqué contre le lino, et glissé sous le lit. Je me suis laissé tomber à genoux sur le sol dur et froid, ignorant la douleur aiguë dans mes articulations, et je me suis penché très près d'elle. J'ai doucement, mais fermement, attrapé ses petites mains qui tremblaient violemment. Je les ai éloignées de ses oreilles, de sorte qu'elle fut obligée d'ancrer ses yeux paniqués directement dans les miens, au milieu de ce bruit assourdissant. J'ai gardé une voix calme, projetant une autorité absolue et de la chaleur. La même voix que j'utilisais pour apaiser les soldats, qui se vidaient de leur sang sur les civières. L'hélicoptère n'apporte pas la peur. Il ramène les héros à la maison. Tu es une petite héroïne, toi aussi, et tu ne seras pas laissé pour compte. Ces mots ont percé sa panique, comme un couteau à travers une compresse. Emma a cessé de se débattre. Sa respiration s'est saccadée 2 fois, puis a ralenti. Elle a tendu ses petits doigts fragiles, et s'est agrippée au col de mon uniforme comme si c'était une véritable bouée de sauvetage, l'attirant de l'obscurité. Elle s'est hissée vers moi, pressant son visage contre le tissu rugueux de ma poitrine. Elle s'est accrochée avec une force, qui contrastait avec sa petite corpulence. Dans cette fraction de seconde déterminante, elle ne s'était pas seulement calmée. Elle m'avait choisi comme protectrice. Sarah s'est effondrée de nouveau sur la chaise en plastique, se couvrant la bouche des 2 mains, et a sangloté d'un pur soulagement brisé. J'ai refusé d'abandonner ce poste. Je suis resté au chevet d'Emma au fil de garde double et épuisante, enregistrant officiellement 3200 heures, dans ce service spécifique. Au cours des mois qui ont suivi, je me suis assise sur cette chaise en plastique inconfortable, jusqu'à ce que le bas de mon dos hurle de douleur. Je lui faisais la lecture, à travers les heures les plus sombres et les plus atroces de la nuit. Je lui ai tout lu. Des histoires d'aventure, des contes de fées, et une fois, sur son insistance, l'intégralité du manuel de maintenance d'un hélicoptère Black Hawk. Elle disait que ça rendait les machines moins effrayantes, si elle comprenait comment elles fonctionnaient. Ses dessins au crayon se sont lentement empilés sur le rebord de la fenêtre. Chacun d'eux était un petit lever de soleil sur l'héliport en béton. Chacun d'eux était dessiné d'une main, qui tremblait un peu plus que la veille. Les couleurs devenaient plus pâles, à mesure que sa poigne s'affaiblissait. Les lignes devenaient plus tremblantes. Mais chaque matin, malgré la douleur insoutenable qui rongeait son corps fragile, Emma se forçait à s'asseoir sur son lit. Elle regardait par la fenêtre en verre renforcé, en direction de l'héliport. Elle pointait son doigt faible vers l'aube naissante, et me murmurait avec une résilience féroce et incroyable, « Le soleil s'est encore levé, Madison. Je me bats toujours. » Alors que les mois épuisants s'éternisaient, la réalité du service est devenue sombre. Le petit corps d'Emma a commencé à la lâcher complètement,
son énergie drainée par cette maladie implacable. Ses marches jusqu'à la fenêtre se sont transformées en petits pas traînants, puis se sont arrêtées tout à fait. J'ai déplacé la chaise, pour qu'elle puisse voir l'héliport sans avoir à s'asseoir. Tout au long de cette épreuve, je n'ai jamais manqué une seule de mes gardes, refusant de la laisser seule, ne serait-ce qu'une minute, pendant son déclin. Le sergent de première classe David Miller, un sous-officier endurci qui avait vu son lot de tragédies, et qui montrait rarement ses émotions au-delà d'une mâchoire serrée, est resté silencieusement à mes côtés. Il a documenté soigneusement ma présence indéfectible, avec une précision rigide et obsessionnelle. Au cours de ces mois de souffrance, il a officiellement soumis 38 rapports de terrain indiscutables et béton, directement dans la base de données sécurisée de l'armée. Chaque rapport se terminait par la même vérité incontestable, l'état mental de la patiente pédiatrique et de son entourage reste stable, grâce à la présence et à l'excellente intervention psychologique du premier lieutenant Monsieur Adams. 38 fois, la même conclusion, le même nom d'officier. Le mien. Plus d'un an plus tard, alors que le froid glacial de l'automne s'installait et que les fenêtres du service s'embuaient de condensation chaque matin, la force de se battre l'a finalement quitté. Emma s'effaçait rapidement. Sa respiration était superficielle et laborieuse. Les moniteurs près de son lit bipaient à des intervalles de plus en plus lents. Quelques jours seulement avant qu'elle ne ferme les yeux pour toujours, dans un moment de clarté stupéfiant que les médecins n'ont pas pu expliquer, elle a forcé sa mère Sarah à s'asseoir près du lit, avec un stylo et du papier. Ses yeux étaient vifs et urgents, brûlants d'une concentration qui avait disparu depuis des semaines. Avec ses dernières onces de force, Emma a dicté une lettre, l'adressant explicitement aux généraux qui choisissent les leaders. Elle a déversé sa petite âme courageuse dans ces mots, leur parlant de l'officier qui s'était agenouillé sur le sol, et qui lui avait tenu les mains quand les hélicoptères étaient arrivés. Ensuite, elle a attrapé un dernier morceau de papier. Ses doigts pouvaient à peine tenir le crayon, mais elle a appuyé fort contre la feuille, et a dessiné un ultime lever de soleil sur l'héliport. Les lignes étaient tremblantes et inégales, les oranges et les jaunes vifs débordaient largement des contours. Soupir, elle a retourné le papier, et a griffonné 5 mots avec son écriture brisée et chevrotante. Puis, elle a placé sa petite main dans la mienne, serrant mes doigts avec le reste de ses forces. J'ai senti chaque once de confiance qui lui restait dans ce monde, être transférée par cette étreinte. Emma est morte d'une mort de soldat, en se battant jusqu'à la toute dernière seconde. Une semaine plus tard, je me tenais à ses funérailles militaires, dans mon uniforme de cérémonie impeccable et parfaitement repassé. L'air était d'un silence étouffant, lourd de ce genre de perte profonde, qui pèse sur votre poitrine comme une pierre, et refuse de s'en aller. J'ai levé la main dans un salut rigide et parfait, en direction de son tout petit cercueil en bois, drapé d'un petit drapeau américain, qu'un sergent avait plié d'une main tremblante. Je suis resté parfaitement immobile, pendant que mon cœur volait en un million d'éclats irréparables dans ma poitrine. Sarah se tenait en face de moi, serrant le drapeau plié qu'on avait placé dans ses bras, et nos regards se sont croisés au-dessus du cercueil. Aucune de nous n'a parlé. Aucune de nous n'en avait besoin. Plusieurs semaines après les funérailles, le Pentagone a organisé un immense gala de prestige, en hommage aux soldats tombés et à leurs familles. La salle de bal était une mer scintillante de médailles, d'uniformes de cérémonie, et de bavardages aristocratiques. Je me tenais à l'autre bout de la pièce, près de l'entrée de service. J'observais de loin Sarah, qui se frayait un chemin à travers la foule. Elle s'est approchée du colonel Susan Wright, le médecin-chef qui avait supervisé les soins d'Emma. Je ne pouvais pas entendre les mots d'où je me tenais. Mais je pouvais lire chaque tremblement dans les mains de Sarah, chaque supplication silencieuse gravée dans les rides profondes de son visage épuisé, alors qu'elle lui tendait la lettre étroitement pliée. L'expression du colonel est passée, d'une attention polie et professionnelle, à quelque chose de beaucoup plus profond. Ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes. Sa main s'est portée à sa poitrine. Elle a pris la lettre avec précaution, comme si elle était en verre. Je l'ai vue traverser toute la longueur de la salle de bal, dépassant les tables de champagne et les épouses de généraux, pour la remettre directement entre les mains du général Tom Avance. Il l'a dépliée, a lu les 3 premières lignes, et son visage s'est totalement figé. Je vous en prie, donnez ceci aux personnes qui ont le pouvoir de décider de l'avenir de Madison. J'ai appris plus tard que c'étaient les mots exacts que Sarah avait prononcés au colonel, la voix chargée de chagrin, mais absolument résolue. Cependant, dans cette même salle de bal étincelante, une transaction secondaire et bien plus sinistre a eu lieu. Soupire Sarah, désespérée de s'assurer que je reçoive chaque morceau de l'héritage d'Emma,
a localisé ma mère parmi la foule des épouses d'officiers. Elle s'est approchée d'elle avec révérence, tenant le dessin grossier au crayon du lever de soleil radieux sur l'héliport en béton. C'était l'ultime cadeau personnel d'Emma pour moi. Ma mère a regardé la veuve éplorée de toute sa hauteur. Elle a affiché un sourire bienveillant, faux et parfaitement maîtrisé, et a promis de livrer le dessin en toute sécurité. Elle a posé sa main manucurée sur celle calleuse de Sarah, et l'a serrée avec une compassion feinte. Mais, à la seconde absolue où Sarah a tourné le dos, et a disparu dans la foule, le sourire de ma mère s'est transformé en un rictus glacial. Elle a jeté un coup d'œil au dessin, aux lignes grossières et enfantines, aux couleurs baveuses du crayon, et sa lèvre s'est retroussée. Elle l'a plié soupir négligemment, l'a fourré dans sa pochette de marque, est rentrée au domaine ce soir-là, et l'a jeté dans l'abîme sombre et étouffant de sa commode antique personnelle. Il a été enterré sous des foulards en soie importés, et des boîtes à bijoux en velours. Elle a enterré la dernière volonté d'une enfant morte, sous sa propre vanité, juste pour s'assurer que je ne ressente jamais la moindre once de victoire. Quelques mois atroces après les funérailles, j'étais encore en train de me noyer complètement dans mon propre chagrin. Fonctionnant sur pilote automatique, j'étais assise seule dans ma chambre de caserne exiguë et mal éclairée, après une énième garde de 18 heures, qui s'était confondue avec la précédente. La pièce mesurait à peine 3 mètres de large. On y trouvait un lit à cadre métallique, un bureau boulonné au mur, et un simple plafonnier, qui vacillait quand le vent frappait le bâtiment d'une certaine façon. Je n'avais appelé personne depuis des semaines. Je n'avais pas pris de vrai repas depuis des jours. Le deuil reposait dans ma poitrine comme un objet physique. Quelque chose qui avait du poids et des arêtes, et qui appuyait contre mes côtes à chaque respiration. Cherchant un exutoire silencieux à la pression immense qui s'accumulait dans ma poitrine, j'ai ouvert notre serveur cloud familial partagé, sur mon ordinateur portable militaire hautement crypté. L'écran de connexion bleu brillait dans l'obscurité de la pièce. Mes doigts volaient sur le clavier, alors que je déversais mon âme absolue dans des mémoires profondément personnelles, et non autorisées. J'ai écrit inlassablement sur le courage fragile d'Emma. Sur la façon dont ses petits doigts serraient le crayon si fort, que ses jointures devenaient blanches. J'ai écrit sur la résilience silencieuse de Sarah. Sur la façon dont elle s'asseyait sur cette chaise en plastique bon marché, nuit après nuit, sans jamais se plaindre, sans jamais demander pourquoi. J'ai écrit sur ces levers de soleil déchirants, que nous regardions au-dessus de l'héliport. Sur la façon dont la voix d'Emma se brisait sur le mot « bas ». Mais elle le disait quand même, chaque matin, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus le dire. Ce n'était pas un rapport militaire standard. C'était un texte brut et saignant, arraché directement à mon traumatisme. Des pages et des pages d'une agonie sans filtre, que je n'avais jamais raconté à voix haute à une autre personne vivante. J'ai sauvegardé le document au fin fond d'un sous-dossier, pensant naïvement qu'il resterait un journal numérique privé, une pierre tombale virtuelle pour ma petite héroïne. Épuisé, j'ai refermé violemment l'ordinateur portable, pressé mes paumes contre mes yeux jusqu'à voir des étincelles blanches, et je suis retourné dans la boue glaciale de la base. J'ignorais totalement que je venais de donner à mes ennemis l'arme dont ils avaient besoin. À peine quelques jours plus tard, en pleine nuit, ma mère était assise dans la lueur de son bureau immaculé. La pièce était parfaite. Des bibliothèques laquées blanches, un presse-papier en cristal, des fleurs fraîches dans un vase en porcelaine, que la femme de ménage remplaçait chaque lundi. Pendant que j'assurais une nouvelle garde de nuit épuisante à l'hôpital, surveillant un patient post-opératoire dont les constantes chutaient toutes les 40 minutes, ma mère s'est connectée directement au serveur cloud familial, depuis son ordinateur de bureau. Elle a méthodiquement cliqué à travers mes fichiers privés, sous-dossier par sous-dossier, avec la patience habituelle de quelqu'un qui surveillait l'empreinte numérique de ses propres enfants, depuis des années. Elle a trouvé mes mémoires. Elle les a ouverts. Elle a lu toute mon agonie, mes nuits blanches, et la profonde tragédie de la mort d'Emma. Elle faisait défiler lentement chaque paragraphe, mais elle ne ressentait pas la moindre once de sympathie maternelle. Ses lunettes de lecture reflétaient la lumière bleue de l'écran. Son expression n'a jamais changé. Au lieu de cela, ses yeux froids et calculateurs n'y ont vu qu'un ticket d'or, pour la fille sur laquelle elle avait réellement investi. Elle a instantanément attrapé son téléphone sur le socle de chargement, et a envoyé un SMS urgent à mon père. Je viens de lire le rapport de Madison sur le système. L'histoire concernant l'enfant nommé Emma est extrêmement précieuse. Le profil de Chloé est trop faible. Ses notes sont basses. Nous devons prendre ça pour Chloé. Mon père, assis à l'autre bout du pays,
dans son propre bureau des quartiers du personnel du Pentagone, fixait le message lumineux. L'heure indiquait, un peu plus de minuit. Pendant une brève et pathétique seconde, sa conscience enfouie s'est réveillée. Il a faiblement protesté via l'application de messagerie militaire cryptée, ses doigts tremblants alors qu'il tapait son objection, c'est le dur travail de Madison, Eleanor. Mais ma mère, experte en domination psychologique, qui avait passé 30 ans à plier à sa volonté les épouses du Pentagone, les sous-traitants de la défense, et les officiers supérieurs, a écrasé instantanément sa fragile moralité. Son ambition était absolue et impitoyable, affûtée à l'extrême par des décennies d'ascension sur l'échelle sociale militaire. Elle a riposté par une réponse, qui mettait à nu toute la fondation toxique de notre famille. Madison n'est qu'une logisticienne. Chloé est l'avenir de cette famille. C'est ce que nous devons faire pour la pousser au rang de général. Mon père a fixé son téléphone pendant un long moment. Le curseur clignotait dans le champ de réponse. Il aurait pu taper un refus. Il aurait pu m'appeler. Il aurait pu signaler la faille à l'officier de sécurité de la base. Au lieu de cela, il a verrouillé l'écran, a posé le téléphone face contre le bureau, et n'a rien dit. Son silence était sa signature sur ce vol. Ma sœur n'a pas hésité à devenir une voleuse. En moins de 48 heures, elle avait glissé mon fichier sur son bureau personnel, et avait copié mes mots trempés de sang, mot pour mot. Elle a effacé mon nom de l'entête. Elle a supprimé toute mention du premier lieutenant Monsieur Adams. Et elle a collé son propre nom, tout en haut du document. Elle a soumis mon âme fracturée, mes 3200 heures, et mes nuits blanches passées au chevet d'une enfant mourante, en les présentant comme son propre essai personnel, soi-disant profondément émouvant. Tout ça pour la bourse très convoitée de leadership stratégique supérieur du Pentagone. Le comité d'examen, ému par ce récit profond de sacrifice et d'empathie, a accordé à ma sœur, par un signe de tête silencieux, cette place tant désirée. Elle a volé le sommet absolu de ma gloire militaire, s'assurant une ascension rapide vers le pouvoir, sans jamais verser une seule goutte de sueur. Elle était totalement convaincue que la paysanne de la logistique, qui trimait dans la saleté à des milliers de kilomètres de là, ne le découvrirait jamais. Mon esprit a violemment basculé vers le moment présent, m'arrachant au fantôme du service d'hôpital. La climatisation glaciale et agressive du bureau du Pentagone m'a frappé le visage, aiguisant chaque terminaison nerveuse de mon corps, comme une gifle d'eau froide. Le général Vance se tenait toujours de l'autre côté du lourd bureau en acajou, tenant avec précaution la lettre manuscrite d'Emma, entre ses mains ridées. Ses yeux perçants ont fusé, du tissu déchiqueté et épinglé de mon uniforme, vers le bout de papier tremblant, puis de nouveau vers mon visage. Le silence dans la pièce pesait comme une dalle de béton. L'horloge au mur derrière lui a fait tic, une fois, 2 fois, 3 fois. Aucun de nous n'a bougé. J'ai regardé sa mâchoire se crisper, alors que les pièces du puzzle s'assemblaient derrière ses yeux. L'essai soi-disant profondément émouvant et très loué, que ma sœur avait soumis. Celui qui lui avait fait remporter la place convoitée pour la bourse. Celui qui avait fait pencher en avant tout le comité d'examen avec admiration. Tout cela correspondait, avec une précision chirurgicale, à l'écriture brute et enfantine de la lettre de la petite fille. Les mêmes noms, les mêmes lieux. Les mêmes levers de soleil déchirants, sur le même héliport en béton. Le même service, les mêmes rugissements d'hélicoptères, la même enfant mourante. Mais la vérité horrifiante crevait les yeux. La lettre d'adieu de la petite fille m'était adressée directement, et sans équivoque. Non pas au second lieutenant Chloé Adams, mais au premier lieutenant Madison Adams. La femme qui se tenait devant lui, avec un uniforme déchiqueté, et des épingles à nourrice pour faire tenir sa dignité. La réalisation m'a frappé avec la force cinétique d'une balle de sniper, brisant toutes les illusions qu'il me restait encore concernant ma famille. Quelques semaines auparavant, en raison d'un changement de personnel soudain et imprévu au Pentagone, le major Rachel Collins était intervenu avec force. Elle m'avait obligé à soumettre une candidature tardive, et accélérée, pour cette même bourse exacte. Lorsque l'appel officiel est tombé, m'ordonnant de me rendre à cet entretien, ma sœur était entrée dans une panique enragée et incontrôlable, au domaine familial. Elle avait hurlé sur ma mère pendant plus d'1 heure, faisant les 100 pas dans le salon, et renversant un vase en cristal de la cheminée. À l'époque, j'avais pensé que c'était juste son ego fragile habituel, qui se fissurait sous la pression de la compétition. Mais maintenant, debout sous les néons, avec la lettre du général tremblant entre nous, les pièces du puzzle s'emboîtaient avec violence. Elle savait qu'à la seconde absolue où j'entrerais dans cette pièce,
et que je parlerais de l'histoire d'Emma au comité, de l'hôpital, et dès le ver de soleil, son essai plagié serait exposé instantanément. C'était exactement la raison pour laquelle, la veille au soir, elle avait sorti un couteau tactique contre mon uniforme de cérémonie. Alors que je me tenais au garde-à-vous dans le bureau du général, le métal froid de l'épingle à nourrice s'enfonçait douloureusement dans ma poitrine. Un rappel physique et mordant de sa trahison absolue. Elle ne faisait pas qu'une colère enfantine dans le salon. C'était une frappe lâche et hautement calculée, conçue pour m'éliminer complètement du champ de bataille. Elle voulait que je fasse marche arrière par honte profonde, ou mieux encore, que je sois jeté de ce bureau, et traduite en cour martiale pour violation grave du code vestimentaire, avant même d'avoir pu prononcer un seul mot sur mon temps passé à l'hôpital. Sa violence désespérée ne naissait pas de la jalousie. Elle naissait de la terreur pure et paralysante, à l'idée que la paysanne de la logistique était sur le point de réduire son trône volé en cendres. Ma mâchoire s'est verrouillée. Mes molaires ont grincé l'une contre l'autre avec une telle force, que je pouvais les entendre craquer dans mon propre crâne. Ma colonne vertébrale s'est redressée en une ligne parfaite, vertèbre par vertèbre, comme si quelqu'un tirait un câble d'acier à travers mon corps. J'ai activé la respiration tactique, que j'avais ancrée dans ma mémoire musculaire à travers 100 exercices de combat. 4 temps d'inspiration par le nez, 4 temps de retenue, en sentant mon diaphragme appuyé contre ma ceinture. 4 temps d'expiration par la bouche. La colère ne s'est pas dissipée. Elle a cristallisé. Elle est passée de brûlante et aveugle, à froide et précise, comme de l'azote liquide versé sur une lame. Chaque once restante d'amour familier, de devoir ou d'obligation que j'avais dans le corps, s'est instantanément incinérée. Elle ne s'est pas consumée progressivement. Elle n'a pas vacillé avant de s'éteindre. Elle a explosé dans un éclair violent et unique, et les cendres se sont déposées pour former quelque chose de permanent, quelque chose de mortel. Le mot « maman » est mort de mon vocabulaire. Le mot « papa » a suivi. Le mot « sœur » est devenu une désignation tactique pour une cible hostile. L'ennemi n'était pas à un océan de distance, dans une zone de combat étrangère. L'ennemi dormait confortablement dans ma maison d'enfance, mangeait à ma table à manger, et portait mon sang et mes larmes comme une robe de créateur. J'ai bombé le torse, ignorant la douleur aiguë des épingles à nourrice qui s'enfonçaient dans ma peau. J'ai regardé le général Vance droit dans les yeux, j'ai ajusté ma posture dans une position de garde-à-vous impeccable, et j'ai déclaré silencieusement une guerre totale et implacable, contre ma propre lignée. Le général a vu ce qui se passait. Il a vu le changement dans mes yeux. Il a fait un seul hochement de tête, presque imperceptible. Il avait compris. Il avait déjà vu des soldats franchir cette ligne. Ce moment où la retenue devient de la stratégie, et où le chagrin devient une munition. Si vous avez déjà vu votre dur labeur volé par quelqu'un qui était censé vous aimer, cliquez sur le bouton j'aime tout de suite. Et partagez dans les commentaires, quel a été le moment exact où vous avez réalisé que vous deviez arrêter de jouer la victime, et commencer à vous battre. À la seconde absolue où je suis sorti du bâtiment du Pentagone, mes bottes frappant les marches en béton à l'extérieur, j'ai basculé entièrement en mode combat. Chaque émotion civile, chaque once de douleur, chaque murmure d'affection fraternelle qui avait survécu d'une façon ou d'une autre ces 4 dernières années. Tout cela a été enfermé dans une boîte en acier à l'intérieur de ma poitrine, et j'en ai jeté la clé. J'ai marché droit vers la base et j'ai fait irruption dans le bureau du major Rachel Collins, claquant la lourde porte en bois derrière moi, assez fort pour faire trembler les félicitations encadrées sur son mur. Elle était assise derrière son bureau encombré, un demi-sandwich mis de côté, un café refroidissant près d'une pile de dossiers personnels classifiés. Elle a levé les yeux, et a lu mon visage en une fraction de seconde. J'ai contourné tout le protocole standard, et j'ai exigé qu'elle utilise son habilitation, pour extraire les registres de sécurité bruts de l'hôpital de la base militaire. Le major Rachel n'a posé aucune question inutile. Elle n'a pas demandé ce qui s'était passé au Pentagone. Elle n'a pas demandé pourquoi mon uniforme était déchiré. Elle s'est tournée vers son terminal, a tapé ses codes d'accès avec la vitesse habituelle d'une femme, qui dirigeait les opérations de la base depuis 15 ans. Les données sont revenues, tranchantes comme des lames de rasoir, et totalement indéniables. Mes 3200 heures de service de terrain exténuantes, empilées contre les pathétiques 5 heures et 22 minutes de ma sœur. Les registres numériques prouvaient que ma sœur n'avait pas passé une seule seconde, à proximité de la chambre d'Emma. Pas une minute, pas une visite, pas un mot adressé à l'enfant dont elle avait volé l'histoire, pour la soumettre comme la sienne. Le major Rachel s'est penché en avant avec agressivité,
tapotant ses index sur la pile imprimée des registres de sécurité. Sa voix est descendue dans un grondement mortel et autoritaire, assez pour l'envoyer en cour martiale. Certain comme d'une bombe. J'ai pris les journaux imprimés, je les ai pliés précisément en 3, et je les ai glissés dans la poche de ma veste, près de ma poitrine. Puis j'ai sorti mon téléphone, et j'ai appelé ma mère. Je me suis assise dans le bureau du major Rachel, le dos bien droit contre le mur, les pieds à plat sur le sol, contrôlant chaque muscle de mon corps jusqu'à mon rythme respiratoire. J'ai gardé une voix d'un calme mortel, plate comme un lac gelé, régulant parfaitement ma respiration pour tendre un piège psychologique impeccable. Quand elle a répondu avec son ton hautain habituel, commençant déjà un sermon répété sur mon attitude, et mon comportement ingrat au domaine familial, je l'ai coupé immédiatement avec 8 mots. Je les ai prononcés de la même voix que j'utilisais pour donner des ordres sous le feu ennemi. Maman, l'essai de Chloé, soumis au Pentagone, mentionnait-il Emma? Je n'ai pas scié. J'ai juste écouté. 5 secondes atroces de silence absolu et étouffant ont suivi. La ligne était si silencieuse, que je pouvais entendre les faibles grésillements de la connexion, et le bourdonnement lointain de son réfrigérateur. Sa langue de politicienne fluide et rapide, cette même langue qui manipulait les épouses du Pentagone, les colonels, les lobbyistes de la défense et les assistants sénatoriaux depuis 3 décennies, était complètement paralysée par la précision inattendue de cette frappe. J'ai pu entendre sa respiration changer à travers le haut-parleur du téléphone. Des inspirations courtes, superficielles, et paniquées. Elle a réalisé, à ce moment exact, que la forteresse de mensonges qu'ils avaient construite était totalement compromise. Elle a finalement balbutié, la voix tremblant violemment, sous l'effet d'une terreur sans filtre. Quoi? De quoi parles-tu? Elle n'a pas demandé qui était Emma. Elle n'a pas demandé de quel essai je parlais. Elle n'a pas dit, je ne comprends pas, elle savait, absolument. La question en elle-même était une confession. Son silence coupable avait déjà admis tout ce que ses mots essayaient de nier. J'ai raccroché le téléphone immédiatement, coupant la connexion d'un clic sec. Le major Rachel m'observait depuis l'autre côté du bureau, une fine ligne d'approbation se dessinant sur ses lèvres. Elle n'a pas dit un mot. Elle a juste hoché la tête une fois. Le genre de hochement de tête qui disait, maintenant, achève-la. Je n'ai pas dormi une seule minute de la nuit. Je me suis assise à mon bureau dans la caserne, éclairé uniquement par la dure lueur bleue de mon ordinateur portable. J'ai passé la nuit entière à rédiger une plainte formelle, impitoyablement détaillée sur 15 pages, destinée au conseil de discipline du Pentagone. J'y ai exposé chaque preuve numérique indéniable, par ordre chronologique. Les registres de sécurité, les horodatages d'accès aux fichiers du serveur cloud familial, prouvant la connexion de ma mère à minuit. Les métadonnées prouvant que mes mémoires avaient été créées des mois avant la soumission plagiée de ma sœur. J'ai fait des recoupements avec les 38 rapports de terrain que Miller avait déposés, reliant chacun d'eux au bon service, à la bonne patiente, et aux heures exactes que l'essai de ma sœur revendiquait, comme sa propre expérience. Quand les premières lueurs grises de l'aube se sont glissées par la fenêtre de la caserne, le document était blindé. Pas de faille, pas de supposition, pas d'émotion. Une preuve pure, assemblée avec l'efficacité froide d'un brief des renseignements militaires. J'ai crypté le fichier, je l'ai joint à un canal militaire sécurisé, et je l'ai envoyé directement dans les tuyaux des affaires internes du Pentagone. Ensuite, j'ai fermé l'ordinateur portable, j'ai lacé mes bottes, et je suis parti courir 8 kilomètres dans le froid. Mon corps avait besoin d'épuisement. Mon esprit avait besoin de silence. 2 jours après le dépôt officiel de la plainte, les ondes de choc ont commencé à se propager discrètement parmi les hauts gradés. Mon père a désespérément supplié pour obtenir une rencontre secrète. Il a envoyé sa demande par 3 canaux différents, tous plus pathétiques les uns que les autres. Un SMS auquel je n'ai pas répondu, un message vocal que je n'ai pas écouté. Finalement, un mot manuscrit a été glissé sous la porte de ma chambre, par un jeune assistant qui l'avait soudoyé avec une bouteille de scotch. J'ai choisi un dîner crasseux en dehors de la base, sur une route de comté à près de 20 km de l'installation. Le genre d'endroit où les routiers déjeunent à 4 heures du matin, et où personne ne pose de questions. Quand je suis entré, il était assis dans le box du fond, voûté au-dessus d'une tasse de café noir à laquelle il n'avait pas touché. La surface avait refroidi, et formé une pellicule. Il avait l'air totalement anéanti. Son uniforme était froissé, les plis de son pantalon avaient disparu pour la première fois de ma vie. Des cernes noires creusaient profondément sous ses yeux,
comme si quelqu'un y avait pressé ses pouces dans de l'argile. Ses mains n'arrêtaient pas de bouger, faisant tourner la tasse de café en cercle lent et sans but, sur la surface collante en formica. La céramique raclait doucement contre le comptoir. L'homme qui, autrefois, avait abattu son poing sur un bureau en chêne, et m'avait déclaré inapte à diriger, n'arrivait même plus à soutenir son propre regard, dans le reflet de la fenêtre. Il a fait glisser une lourde clé USB militaire cryptée sur la table. Elle a atterri soupir avec un tintement métallique sourd, contre le distributeur de sucre de mon côté du box. Il a refusé de croiser mon regard, et sa voix s'est brisée. Je ne te demande pas ton pardon, Madison. Je veux juste que tu saches, que j'ai eu tort de laisser ta mère franchir la ligne. L'armée n'a pas de place pour les plagiaires. J'ai pris la clé USB sans un mot. Je l'ai retournée entre mes doigts, sentant son poids. Le boîtier en métal froid, le petit numéro de série gravé au dos. Je savais exactement ce qu'elle contenait. Les 52 messages cryptés et décryptés entre mes parents, qui prouvaient le vol prémédité de mes mémoires, de mon traumatisme, de mes 3200 heures, et de l'héritage d'Emma. Chaque message était horodaté. Chaque ordre de ma mère pour voler, chaque conformité faible et lâche de l'homme assis en face de moi. Son silence était documenté, dans les espaces entre les ordres de ma mère, et son accord final. J'ai mis la clé dans ma poche et je me suis levé. J'ai baissé les yeux vers le colonel brisé, le père qui avait choisi l'ambition de sa femme, plutôt que le sang de sa fille. L'homme qui avait regardé sa femme exhiber une fraude pendant des années, et qui avait choisi son propre confort plutôt que la vérité. Il restait assis là, les épaules affaissées, fixant son café froid. Il attendait quelque chose, une absolution, une touche de miséricorde, ou un éclat de la fille, qui avait autrefois mendié son approbation. Merci, colonel, pour votre coopération. Mais cette vérité ne rachètera pas votre lâcheté. Je lui ai tourné le dos, et je suis sorti du restaurant. La cloche au-dessus de la porte a tinté une fois, en se refermant derrière moi. Le gravier a crissé sous mes bottes, pendant que je marchais vers mon pick-up. Je n'ai pas regardé en arrière. Ni par la fenêtre. Ni dans le rétroviseur. Pas une seule fois. À peine 3 jours après le dépôt de ma plainte, ma mère m'a convoqué agressivement pour que je rentre au domaine familial. Elle m'a laissé un message vocal, qui dégoulinait de la même autorité glaciale qu'elle avait exercée sur les tables du Pentagone pendant 30 ans. Elle avait fermement l'intention d'utiliser sa dominance toxique habituelle, pour m'intimider, et m'obliger à abandonner les charges. Elle s'attendait à ce que la logisticienne silencieuse et obéissante se pointe. La même fille, qui avait fait son sac dans le noir, et était partie sans se battre 4 ans auparavant. Elle avait déjà répété son scénario. Je pouvais l'entendre dans la cadence de son message vocal, les pauses parfaitement chronométrées, la légère fêlure de l'émotion fabriquée. Elle allait pleurer. Elle allait invoquer la famille. Elle allait me rappeler les sacrifices qu'elle avait faits. Elle allait me faire passer pour le méchant de l'histoire. Je suis resté assise dans mon pick-up, dans l'allée circulaire, pendant 60 secondes avant d'entrer. Le moteur cliquetait en refroidissant. J'ai sorti la clé USB de la poche de ma veste, et j'ai vérifié que les fichiers étaient synchronisés avec le serveur sécurisé du Major Rachel, en guise de sauvegarde. S'il arrivait quoi que ce soit à l'original, si ma mère parvenait d'une manière ou d'une autre à mettre la main dessus, ou si ma sœur fracassait la clé, les données étaient déjà dupliquées dans 3 emplacements distincts, auxquels aucun d'eux ne pouvait accéder. J'ai compté 4 respirations tactiques. J'ai scruté les fenêtres de la maison, 2 lumières allumées au rez-de-chaussée, la suite parentale dans le noir. La voiture de ma sœur était garée de travers devant le garage, un pneu sur la pelouse. Elle était arrivée en panique. Bien. Puis je suis sorti. Je n'ai pas pris la peine de frapper. J'ai ouvert violemment les lourdes portes d'entrée en acajou. Le claquement sourd a résonné à travers le hall immaculé, rebondissant sur le sol en marbre, et sur le lustre en cristal au-dessus de ma tête. J'ai complètement ignoré les pleurs pathétiques et simulés de ma sœur dans le salon. Ces mêmes sanglots répétés, qu'elle déployait à chaque fois qu'elle voulait que mes parents se battent pour elle, depuis l'âge de 6 ans. Son mascara coulait déjà. Une boîte de mouchoirs était posée sur l'accoudoir du canapé. La représentation avait commencé depuis un moment. J'ai totalement ignoré le regard furieux et noir de ma mère, lorsqu'elle est entrée dans le hall, pour exiger de savoir ce que je faisais dans sa maison. Sa voix était tranchante, impérieuse. Elle était chargée de l'attente de me voir m'arrêter, faire demi-tour, et me soumettre.
Je n'ai pas prononcé un seul mot à aucune des deux. J'ai filé droit devant le grand escalier, et je me suis dirigé directement vers la suite parentale au 2e étage, grimpant les marches 2 par 2. J'exécutais ce raid avec une précision militaire sans faille. J'ai fait irruption dans la vaste chambre de ma mère, ignorant ses pas frénétiques qui se précipitaient dans les escaliers derrière moi, ses talons glissant 2 fois sur le parquet. Je suis allé tout droit vers sa massive commode antique. C'était l'endroit où elle cachait tous ses secrets les plus gardés, et les plus sales. L'endroit où les scandales familiaux, les lettres de recommandation falsifiées, et les vérités dérangeantes, allaient disparaître. J'ai ouvert violemment le tiroir du bas, jetant agressivement de côté les foulards en soie importés hors de prix, et les boîtes à bijoux en velours, qui ont cliqueté sur le sol en bois dur. Et là, poussé tout au fond, écrasé sous le poids de sa vanité, reposait un morceau de papier à dessin froissé et effiloché. Je l'ai sorti avec précaution. Mes doigts ont reconnu la texture, avant même que mes yeux ne la confirment. Le grain rugueux du papier à dessin bon marché, qu'il stockait dans la chambre d'hôpital. La cire décolorée des crayons qu'Emma avait pressés si fort contre la feuille, qu'ils avaient laissé des sillons dans le papier. C'était le dessin grossier au crayon, du lever de soleil sur l'héliport, fait par Emma. Les oranges et les jaunes vifs avaient pâli, après des mois d'enterrement dans l'obscurité, mais les formes étaient indéniables. Le grand cercle du soleil, le rectangle plat de l'héliport. La minuscule figurine en bâtonnet avec une jupe en triangle, debout à côté d'une figurine plus grande en uniforme. Mes mains tremblaient quand j'ai doucement retourné le papier. L'écriture tremblante et inégale d'une enfant mourante a creusé un trou béant et douloureux directement dans ma poitrine. À Madison, ma protectrice. Emma. 5 mots. 5 mots qu'une fillette de 7 ans avait pressés sur le papier, avec les dernières forces de ses petits doigts. 5 mots que ma mère avait acceptés, d'une veuve éplorée avec un faux sourire. Qu'elle avait promis de livrer. Et qu'elle avait ensuite enterré dans un tiroir comme un vulgaire prospectus, sous ses foulards en soie importés. J'ai pressé le dessin contre ma poitrine, sentant le papier crisser contre le tissu déchiré de mon uniforme, et je l'ai tenu là pendant 3 longues secondes. Puis, je l'ai plié soigneusement, l'ai glissé dans la poche intérieure de ma veste, et je me suis tourné vers la porte. Ma mère se tenait dans l'encadrement, bloquant mon chemin. Son visage était rouge et livide, sa poitrine se soulevait. J'ai marché droit sur elle, et elle s'est écartée. Elle n'avait pas le choix. Le regard dans mes yeux n'était pas celui d'une fille. C'était celui d'un soldat, avançant sur une position. J'ai fermement serré le dessin à l'intérieur de ma poche, et j'ai redescendu le grand escalier. Mes bottes frappaient lourdement sur le sol en bois. Chaque soupir pas résonnait comme un compte à rebours. Ma mère et ma sœur m'attendaient dans la salle à manger officielle, le visage pâle de choc. Ma mère s'était positionnée en bout de la massive table à manger en verre renforcé. Les bras croisés, le menton levé haut, elle s'accrochait toujours à l'illusion qu'elle pouvait commander cette pièce, et tous ceux qui s'y trouvaient. Ma sœur se tenait derrière elle, utilisant notre mère comme bouclier humain. Le mascara coulait sur son visage, en de sombres rivières. Ses doigts agrippaient le dossier d'une chaise, si fort que ses jointures étaient blanches. Je ne me suis pas arrêté d'avancer avant d'atteindre le centre de la pièce. J'ai sorti le dessin de ma poche, je l'ai déplié avec une lenteur délibérée, pour qu'elles puissent toutes deux voir exactement ce que je tenais. Et je l'ai claqué, face visible, sur la massive table en verre renforcé. Le craquement assourdissant de l'impact a résonné dans la pièce, les faisant toutes les deux sursauter de terreur. Le lustre au-dessus a légèrement vacillé sous la vibration. J'ai ancré mon regard directement dans celui de ma mère, la dépouillant entièrement de tout respect familial de façade. Ma voix était chargée de venin pur et sans filtre. Chaque syllabe était articulée avec la précision de la sentence d'un tribunal militaire. Cette peinture, la relique finale d'une enfant décédée, t'a été donnée le jour du gala hommage. Elle m'était destinée, et tu l'as cachée au fond de ton tiroir, pour protéger la façade pourrie de cet enfant prodige. Le sang-froid de ma mère a volé en éclats, pendant exactement 1 seconde. Ses yeux ont dardé du dessin, à ma sœur, puis vers moi. Ses narines se sont dilatées. Elle s'est jetée au travers de la table en verre, pour m'arracher le papier des mains, ses ongles manucurés raclant violemment la surface. Mais je l'ai plaquée avec mon poing, la mettant au défi d'essayer de me faire bouger. Mes jointures sont devenues blanches contre le verre. Les veines de mes avant-bras ressortaient comme des câbles. Elle a retiré ses doigts tremblants, réalisant pour la première fois de sa vie, qu'elle ne pourrait jamais me dominer physiquement.
Ma sœur a reculé de la table, se plaquant contre le mur de la salle à manger, alors qu'elle commençait à hyperventiler de terreur pure. Son dos a heurté les boiseries. Elle a glissé de quelques centimètres, puis s'est rattrapée. Elle s'étouffait dans ses propres larmes, balbutiant une supplication pathétique, sa voix se brisant un mot sur deux. « Tu ne peux pas faire ça. Ma carrière sera ruinée. » J'ai redressé ma posture, pour me mettre au garde à vous, les dominant toutes les deux de toute ma hauteur. Sentant les épingles à nourrice de mon uniforme déchiré, briller sous la lumière du lustre, j'ai livré l'ultime frappe tactique. Avec une certitude glaciale et absolue, je comptais chaque élément de preuve sur mes doigts, au fur et à mesure que je parlais, j'ai le brouillon original. J'ai les registres de sécurité de la base. J'ai 52 SMS de nos parents. Et maintenant, j'ai cette peinture. Le jour de votre jugement dernier est arrivé. Second lieutenant. J'ai tourné les talons, et je suis sorti par la porte d'entrée. Je ne l'ai pas claqué derrière moi, cette fois. Je l'ai laissée grande ouverte, laissant l'air froid de la nuit envahir leur monde parfait et climatisé. J'ai marché vers mon pick-up, j'ai démarré le moteur, et je suis parti, le dessin reposant en sécurité contre ma poitrine. Juste à côté des plaques d'identité que je m'étais achetées 4 ans plus tôt. Derrière moi, par la porte d'entrée ouverte, les lumières du domaine familial brûlaient comme un immeuble en feu. Je n'ai pas regardé en arrière. Quand le matin de ce tribunal historique est enfin arrivé, la vaste salle d'audience du Pentagone ressemblait à une chambre d'exécution stérile et glaciale. L'éclairage impitoyable des néons baignait chaque visage de la pièce, d'un blanc froid et clinique qui ne cachait rien. Je suis entré la tête incroyablement haute. J'ai pris place à la barre des témoins, en portant délibérément l'uniforme de cérémonie déchiré, le tissu déchiqueté étant maintenu agressivement par le métal froid des épingles à nourrice. 2 officiers distincts m'avaient proposé une veste de rechange, avant l'audience. J'avais refusé les 2 fois. Chaque général du comité de 5 membres a fixé la déchirure. Ils ont compris le message, sans qu'un seul mot d'explication ne soit nécessaire. En face de moi, ma sœur était assise derrière la table de la défense, se recroquevillant dans sa lourde chaise en chêne, et tremblant visiblement. Son blazer de créateur ne pouvait cacher la façon dont ses épaules étaient rentrées vers l'intérieur, comme si son corps essayait de disparaître. L'avocat de la défense, Thorne, soupir avait l'air suffisant. Il ajustait ses boutons de manchette en or, convaincu de pouvoir intimider un officier de la logistique, et de le faire bafouiller des contradictions à la barre. Mais je ne lui ai pas laissé une seule seconde pour respirer, ni pour asseoir sa domination dans cette pièce. Avant même qu'il ne puisse ouvrir la bouche pour sa déclaration liminaire, avant qu'il ne puisse déployer sa stratégie répétée visant à semer le doute et la confusion, j'ai contourné les formalités d'usage. J'ai immédiatement allumé l'immense projecteur numérique, installé au centre de la salle. J'ai inondé l'écran géant des registres de sécurité indéniables de l'hôpital. Mes 3200 heures de sang et de boue ont visuellement écrasé, les pathétiques 5 heures et 22 minutes de ma sœur. Elles les ont réduites à une complète insignifiance. Le fossé absolu entre ces chiffres a fait bouger physiquement les généraux sur leur siège, le cuir grinçant alors qu'ils se penchaient en avant pour relire les chiffres. L'un d'eux a retiré ses lunettes, puis les a remises. Ensuite, j'ai totalement ignoré les protestations bafouillantes de Thorne, et j'ai affiché les 52 SMS décryptés et hautement incriminants, échangés entre mes parents. Chacun était horodaté, et vérifié par les protocoles de cryptage de l'armée. Chaque ordre de ma mère pour voler mon dossier. Chaque soumission lâche et pathétique de mon père. Chaque mention du nom d'Emma, utilisée non pas comme un hommage, mais comme matière première pour un vol. Thorne a désespérément tenté de formuler une objection frénétique, agitant follement les mains, et divaguant sur l'inspiration créative, le chauchement fortuit des expériences, et les projets familiaux collaboratifs. Sa voix montait dans les aigus à chaque réfutation, perdant son vernis de salle d'audience. Il sombrait dans l'improvisation paniquée d'un homme, dont tout le dossier était en train d'être détruit en temps réel. J'ai totalement réduit au silence sa manœuvre juridique pathétique, en établissant une liaison vidéo en direct, sécurisée et en haute définition, directement avec la base militaire. L'écran a clignoté une fois, puis le visage de Sarah est apparu. Son image faisait 3 mètres de haut, ce qui a réduit au silence instantanément toute la pièce. La voix de Sarah a résonné puissamment dans cette immense salle, vibrant d'un mélange explosif de chagrin inébranlable, et de pure rage justicière. Elle n'a pas scié sous le regard des généraux 4 étoiles.
Elle était assise dans cette même petite chambre calme où Emma avait dessiné ses levers de soleil, le rebord de la fenêtre toujours encombré de dessins au crayon délavé. Elle a regardé directement dans la caméra, avec la conviction inébranlable d'une mère qui avait enterré son enfant unique, et qui n'avait plus rien à craindre. La dernière volonté de ma fille, une enfant victime de la guerre, était uniquement destinée au premier lieutenant Madison. Ma fille est morte en croyant que Madison avait reçu la peinture du lever de soleil. Mais Lady Eleanor l'a volée sans aucun scrupule. La conviction absolue dans sa voix a frappé la salle comme un coup physique. Thorne s'est enfoncé dans son fauteuil en cuir, les mains tombant le long de son corps. L'hyperventilation de ma sœur est devenue audible dans toute la salle, un halètement sifflant et rapide, que le sténographe du tribunal s'est arrêté pour noter. Le général Vance, assis au centre de la longue table en acajou, s'est lentement levé de sa chaise. La pièce est devenue d'un silence de mort. Il a brandi la vraie peinture froissée, faite au crayon, du lever de soleil, juste à côté de la lettre originale manuscrite d'Emma. Une dans chaque main. Les mots de l'enfant mourant dans un point, et son dernier dessin dans l'autre. Les membres du comité se sont penchés en avant, leurs yeux allant de la peinture, au visage de ma sœur. Ils la fixaient avec un dégoût absolu et sans filtre. La façade de l'enfant prodige, de l'enfant en or, était complètement arrachée, ne laissant qu'une lâche plagiaire exposée sous la dure lumière des néons de la justice militaire. La tête de ma sœur est tombée en avant. Elle ne pouvait regarder personne. Thorne a tendu la main vers son bras, et elle a tressailli pour échapper à son contact. À travers les épaisses portes en verre insonorisées, situées au fond de la salle, j'ai vu ma mère foncer dans le couloir, comme un animal acculé. Elle avait la ferme intention de frapper sur la vitre, et d'interrompre illégalement cette audience fédérale. Ses talons claquaient violemment contre le sol en marbre poli, chaque pas résonnant comme un coup de feu. Son visage était tordu par la fureur et le désespoir. Toute son image publique, soigneusement construite, l'avait complètement abandonné, ses cheveux étaient détachés, son sang-froid en ruine. Mais, avant qu'elle ne puisse atteindre les portes, mon père l'a interceptée. Il s'est placé en travers de son chemin, et a saisi son bras, avec la force d'un officier supérieur donnant un ordre définitif. « N'as-tu pas ruiné assez de choses ?» Son cri a résonné même à travers le verre épais. Le son était étouffé, mais indéniable, brisant officiellement son emprise tyrannique sur la famille. Elle a chancelé sur le côté, le regardant avec de grands yeux incrédules, la bouche ouverte et sans voix. Pour la première fois, en 30 ans de mariage, son mari avait refusé ses ordres. Pour la première fois de ma vie entière, mon père avait choisi la vérité, plutôt que son ambition. Il l'a maintenue là, sa poigne inflexible, jusqu'à ce que les gardes de sécurité n'arrivent, et les escortent tous les deux loin des portes de la salle d'audience. Je me suis tourné de nouveau vers le général Vance. La pièce était immobile. Tous les yeux étaient fixés sur moi. Je pouvais entendre le bourdonnement du projecteur, le vrombissement sourd du système de ventilation, et rien d'autre. Ma voix a résonné clairement à travers la salle silencieuse, stable, contrôlée et profonde, je ne me tiens pas ici pour me venger de ma famille. Je me tiens ici pour protéger l'honneur d'une vraie soldate. Pour redonner une voix à l'âme de la petite Emma. On ne peut jamais s'acheter une position de commandement par la fraude, en utilisant le sang et les larmes des autres. Le général Vance a abattu son marteau une fois. Le bruit a claqué dans la pièce, avec une finalité absolue, et les réverbérations ont flotté dans l'air, bien après que le bois ne se soit immobilisé. Le verdict rendu par le comité a été rapide et totalement impitoyable. Le comité a immédiatement recommandé que ma sœur passe en cour martiale générale. Cela s'est traduit par un renvoi permanent de l'armée, lui interdisant à jamais d'occuper la moindre fonction d'autorité fédérale. La future générale, hautement fabriquée, a été réduite de manière permanente au rang de civile en disgrâce et impuissante. Son nom a été inscrit dans la base de données fédérale des mauvaises conduites. Chaque porte qu'elle avait jamais franchie, au bras de ma mère, s'est claquée de façon permanente. L'empire intouchable de la famille Adams s'est complètement fracturé sous le poids immense du scandale. Mes parents ont entamé une procédure de séparation légale dans les semaines qui ont suivi. La pression de l'humiliation publique, des accusations mutuelles, et d'une enquête du Pentagone, a déchiré le partenariat qui avait maintenu leur fraude pendant des décennies. Quand ma mère a frénétiquement bombardé mon téléphone de messages toxiques et désespérés, me blâmant pour sa propre chute, me traitant d'ingrate, de traîtresse au nom de la famille, et m'accusant d'avoir détruit tout ce qu'elle avait construit. Je n'ai pas pris la peine de taper une réponse.
J'ai tenu le téléphone dans ma main pendant un long moment de silence. J'ai lu le dernier message. 12 points d'exclamation, 3 menaces, et une mention de Dieu qu'elle n'avait aucun droit d'invoquer. Ensuite, j'ai appuyé sur le bouton pour bloquer son numéro de manière permanente. L'écran est devenu noir. Le contact a disparu. J'ai posé le téléphone sur la table, face vers le haut, et j'ai fixé l'écran vide pendant 5 secondes. Puis, je me suis éloigné de la table, pleinement satisfaite de laisser leurs propres mensonges réduire leur vie aristocratique en cendres. Plusieurs mois après que la poussière suffocante du scandale ne soit finalement retombée, le Pentagone m'a officiellement accordé la prestigieuse bourse de leadership stratégique, restaurant ainsi l'honneur qui m'avait été volé. Mon nom a été placé là où il aurait dû être depuis le début, tout en haut du dossier, attaché à mes propres mots, à mes propres 3200 heures, à mon propre sang. Mais avant de faire mes lourds sacs de sport vert, pour déménager définitivement à Washington DC, j'ai conduit mon pick-up jusqu'à la base militaire, pour voir Sarah une dernière fois. Le trajet a duré 4 heures. Je n'ai pas allumé la radio. J'ai conduit en silence, regardant la route plate et dégagée s'étendre devant moi, à travers le pare-brise. Je pensais à une fillette de 7 ans, qui pointait le doigt vers le lever du soleil chaque matin, et refusait d'arrêter de se battre. Je suis entré dans le petit salon calme de Sarah, baigné par la douce lumière du soleil de l'après-midi, qui filtrait par la fenêtre orientée à l'ouest. C'était la même fenêtre, à travers laquelle Emma avait l'habitude de regarder l'héliport depuis son lit d'hôpital, juste 2 bâtiments plus loin. Sarah Soupir ne m'a pas offert une salutation raide et formelle. Elle ne m'a pas serré la main. Elle m'a immédiatement attiré dans une étreinte écrasante et désespérée. Une étreinte qui contenait infiniment plus de chaleur, et d'amour sincère, que ce que ma famille biologique ne m'avait offert en 26 ans. Ses bras se sont verrouillés autour de mon dos, et elle s'est accrochée comme si elle avait peur que je ne disparaisse. J'ai senti ses épaules trembler contre les miennes. Je m'y suis accroché aussi. Nous sommes restés ainsi pendant un long moment, aucune de nous ne prononçant un mot, la lumière de l'après-midi formant des flaques dorées sur le sol, autour de nos pieds. Quand elle m'a enfin lâché, Sarah a sorti un petit kit de couture en bois usé, de sa table d'appoint. Le couvercle était rayé, et les charnières en laiton étaient assombries par le temps. Elle m'a doucement demandé de retirer ma veste d'uniforme de cérémonie, entaillée et lourdement décorée. Je l'ai déboutonnée lentement, un bouton en laiton à la fois, et je la lui ai tendue. Elle l'a posée sur ses genoux avec le même soin qu'elle aurait accordé à un enfant blessé. Elle a lissé le tissu avec ses paumes, et tracé le bord de la déchirure du bout des doigts. Avec des mains incroyablement lentes et fermes, elle a soigneusement retiré les épingles à nourrice en métal, froides et pointues, que la violente jalousie de ma sœur m'avait forcé à porter, comme un insigne de honte pendant des mois. Une par une, elle les a libérées. Chaque épingle laissait derrière elle un minuscule trou, dans la laine sombre. Elle a posé chaque épingle sur la table d'appoint, avec un léger clic. 4 épingles, 4 petits gestes de libération. 4 mois d'humiliation effacés en 60 secondes. Elle a soigneusement aligné les bords déchirés du tissu en laine épaisse, en s'assurant qu'ils correspondaient parfaitement. Elle a pressé les fibres ensemble avec son pouce et son index, comme si elle refermait une plaie sur de la peau vivante. Puis, elle a enfilé une fine aiguille, avec une bobine de fil d'or brillant et chatoyant, et elle a commencé à coudre régulièrement la déchirure dentelée et horrible, juste au-dessus de l'endroit où reposait mon cœur. Chaque point était petit, précis et délibéré. Elle ne s'est pas pressée. Elle n'a pas parlé. Le seul bruit dans la pièce, était le doux murmure du fil d'or, tiré à travers le tissu sombre, et le tic-tac de l'horloge au mur. En plein centre de cette lourde réparation dorée, pile à l'endroit où le couteau avait frappé le plus profondément, Sarah a brodé, avec une maîtrise incroyable, une lettre, E, parfaite et délicate. Elle a fait un nœud, a coupé le fil avec une petite paire de ciseaux, et a levé les yeux vers moi. Elle a souri doucement, de chaudes larmes brillant lourdement dans ses yeux, alors qu'elle soulevait la veste à 2 mains et me la tendait. Maintenant, Emma sera toujours le bouclier, qui te protégera des lames les plus cruelles. J'ai remis la lourde veste, la boutonnant lentement, sentant l'épaisse broderie dorée reposer parfaitement contre ma poitrine. La blessure atroce que ma sœur avait malicieusement infligée avait entièrement disparu. Elle avait été magnifiquement remplacée, par un bouclier aimant et incassable, cousu par les mains d'une mère qui connaissait la perte et l'amour, et qui possédait la force féroce et silencieuse nécessaire, pour survivre aux deux. J'ai passé mes doigts sur la lettre E, en relief, sentant la texture du fil d'or contre la laine sombre. C'était chaud. C'était permanent.
C'était une armure. Je suis sorti vers mon pick-up et j'ai placé mon sac de sport à l'arrière. La peinture du lever de soleil d'Emma, soigneusement protégée entre deux feuilles de carton, attendait d'être encadrée sur mon tout nouveau bureau, au Pentagone. Un rappel permanent, que l'aube se lève toujours, pour ceux qui se battent dans l'obscurité. J'ai démarré le moteur et je suis sorti du parking de la base. La route s'étirait devant moi, vide et grande ouverte, coupant droit à travers ce pays plat, en direction de la capitale. J'ai appuyé sur l'accélérateur et j'ai roulé vers Washington. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. Pas une seule fois. Si vous croyez que la vraie famille n'est pas une question de sang, mais de savoir qui se tient à vos côtés dans les tranchées les plus sombres, cliquez sur le bouton j'aime, et abonnez-vous tout de suite. Je veux entendre votre histoire. Qui est la Emma, ou la Sarah, dans votre vie, qui vous a aidé à guérir vos blessures les plus profondes? Dites-le moi dans les commentaires.